Il nous reste un peu de temps pour les questions. Bernard Durand, SLC. C'est plutôt un jugement général que je vais porter, parce que dans le détail, je ne suis pas à votre hauteur, loin de là. Mais est-ce que tous ces raisonnements ne sont pas faits dans l'idée d'une croissance, vous parlez des taux d'actualisation, vous parlez des ressources, sur des exponentielles à courbure positive. Or, je crois que dans la nature, ce qui marche, ce sont des courbes dites logistiques, que ce soit pour la population, que ce soit pour l'énergie. On voit très bien que l'énergie que nous utilisons a cru de manière quasi exponentielle jusqu'en 1974, qu'on est en train de changer de courbure. Il me semble que ceci-là, cet aspect des choses, n'est jamais pris en compte dans le monde économique. Or, c'est vrai pour les ressources naturelles. Il est illusoire que l'on puisse croître dans la production de pétrole, de charbon, de gaz, de la manière que vous l'avez décrite et qui permettent de faire des calculs économiques. Donc les courbes logistiques sont bien connues, sont des courbes en S, qui concernent énormément de phénomènes naturels, en particulier notre population, et ça concerne aussi l'énergie. Or, il y a une liaison très forte entre consommation d'énergie et PIB. C'est quelque chose qui est quasiment, en dehors de l'efficacité énergétique, on peut prendre une courbe de consommation d'énergie et on a une courbe de PIB. Or, on voit très très bien que cette consommation d'énergie est en train, on est passé par le maximum, c'est-à-dire on est dans une accélération jusqu'en 1974 et on est en train de casser cette courbe et aller vers une asymptote, à moins qu'il y ait une révolution énergétique, je ne sais pas qu'il soit générateur ou quelque chose de ce genre. Mais pour l'instant, on n'est pas dans ce cas. Alors voilà. Non, juste une remarque, hein, dans les raisonnements que j'ai faits sur le taux d'actualisation standard, on fait l'hypothèse qu'il y a un taux de croissance du PIB qui est G, donc, mais qui est assez faible, hein, parce que vous avez vu, j'ai mis 3%, 2% à long terme. Bon, ce sont des hypothèses. Il y a une certaine robustesse des conclusions d'ailleurs à ces valeurs de G. Par ailleurs, le modèle ne suppose absolument pas que les ressources pétrolières sont infinies, exactement le contraire. Hein. Le modèle suppose que les ressources sont épuisables et s'intéresse au rythme d'épuisement des ressources. Et s'intéresse au caractère endogène du rythme d'épuisement. L'épuisement peut être conditionné par la politique climatique, il peut être influencé par la politique climatique. C'est le point que j'ai mis en exergue. Mais on ne suppose absolument pas qu'il y a infiniment de pétrole, ou infiniment de charbon, ou infiniment de combustible. Pour continuer un petit peu sur ce que dit Durand, au début, sur vos transparents, il y avait épuisement de l'uranium et charbon, prix d'extraction croissant. Bon, on pourrait dire pétrole, prix d'extraction croissant, et ça foutrait Durand au plafond. Mais l'uranium et ses limites, c'est justement un exemple où on peut dire que probablement la limite d'uranium est extrêmement élevée, donc l'épuisement n'est pas en vue. Par contre, l'augmentation du prix de l'uranium extrait est effectivement probable à partir du moment où on utilise plus que 5 ou 10 millions de tonnes d'uranium. Donc l'épuisement de l'uranium est pour moi un exemple de concept faux. Parce que quand on étudie, on s'aperçoit qu'il faut évidemment extraire de l'uranium de gisements qui sont plus pauvres, ça augmente son prix, mais pas de manière déraisonnable, sachant que le prix de l'uranium dans la production d'électricité est actuellement totalement marginal. Oui, alors, moi je n'ai pas repris à mon... Je vais se donner cette étude sur le secteur électricité comme un exemple d'étude de choix d'investissement propre, entre guillemets, ou non carboné dans un secteur, et de la logique de la dynamique de l'accumulation. Alors effectivement, les auteurs font l'hypothèse qu'il y a épuisement d'uranium. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus. Donc c'est faux. Et donc, ils semblent mettre un prix croissant, je leur dirais d'ailleurs. Mais je n'ai pas à commenter cette étude au fond. Hein. Cette étude n'est pas spécialement défavorable à l'hypothèse nucléaire, si on en juge par la
J'ai une question à relance pessimiste. Si vous prenez... Ah oui, pardon, excusez-moi. Si vous prenez toute la politique, y compris la technologie, en ce qui concerne la production et la demande d'énergie dans le monde, que vous en sortez des chiffres sur les émissions de CO2, que vous injectez dans un modèle climatique, à la sortie duquel vous couplez un modèle économiste, les incertitudes deviennent infinies. Et donc, quel est en tant qu'économiste votre point de vue devant un tel désastre, je vais dire, au point de vue d'une politique possible, étant donné que les incertitudes deviennent absolument incontrôlables? Non, moi, dans les études que je vais présenter, on prend c'est pas des modèles climatiques et économiques couplés. Hein. Moi, je pense que ça n'a pas de sens, mais enfin, je veux dire, il y a suffisamment de problèmes avant qu'on arrive à des problèmes climatiques et économiques couplés. Là, on prend les résultats des modèles climatiques comme des données. Moi, je n'ai pas présenté, quand je présente la suite des accroissements de température liés à des scénarios, c'est les résultats de modèles climatiques, dont les résultats sont très variables à cause des rétroactions. C'est-à-dire qu'ils utilisent la physique de base pour leur base de température, et il y a des rétroactions. Ils modélisent des rétroactions qui donnent des résultats très différents. Ce dont vous avez parlé, c'est une rétroaction. Oui, les incertitudes dans les résultats des modèles résultent de deux choses. L'incertitude sur les scénarios et l'incertitude sur la physique interne du système climatique. C'est ça. Et quand vous les cumulez, on arrive à... Là, on raisonnait à scénario donné. Les questions, enfin, ce que je vous ai présenté, là, quand je vous ai présenté les grammes sur l'incertitude, c'était un scénario donné, c'est un scénario donné. C'est pour illustrer le fait que, alors l'incertitude totale est beaucoup plus grande que ça, effectivement, mais l'incertitude est un scénario donné. Oui, je voudrais préciser un tout petit peu la question d'hier soir sur la dynamique existante ou pas dans les scénarios économiques, et à préciser la façon suivante. J'ai vu passer des termes comme code de glace pour les fonctions de production, ou fonctions d'utilité. Ouais, fonctions d'utilité. Et alors, je comprends que ça, quand on fait des modèles économiques à 5 ans, ça a un sens. Mais une fonction d'utilité pour le siècle, je ne comprends pas du tout quel sens ça a. C'est-à-dire, on suppose que les acteurs économiques optimisent le comportement aujourd'hui en fonction de la connaissance du futur jusqu'à l'infini des temps. Alors, en l'occurrence, l'infini des temps, c'est dans 100 ans. Mais je ne vois pas du tout quel sens ça a, pratiquement, ça. Et le dernier élément, c'est que j'imagine que dans ces modèles, il y a... bon, fonction Claude Douglas, je crois savoir que c'est relativement critiqué dans la façon dont ça représente ou pas la fonction de production, enfin, que c'est une fonction de production pertinente ou pas. Bon. Mais le dernier truc, c'est, je suppose qu'il y a des élasticités dans ces modèles. Et alors, ces élasticités, à compter chez le temps, on peut considérer qu'elles sont fixes, constantes, et donc on est sur le plan tangent de quelque chose, mais à l'échelle du siècle, quel sens ça a? Quel est votre sentiment sur la fiabilité de ces projections? Non, là, quand on a... ce dont j'ai discuté, c'était de façon extrêmement rapide et en mettant quelques formules pour que ce soit encore plus rapide, c'est l'argument sur lequel on devait avoir des télécommunications fortes pour le futur lointain, un siècle, entre aujourd'hui et un siècle, et sur l'idée que si nos descendants étaient très rassasiés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus rien à faire des biens standards, il fallait mettre des télécommunications fortes, il n'y avait pas de raison de leur transmettre des choses comme ça. Et ce coefficient état qui est égal à 1 dans une coque de glace, c'est une manière de cadrer, parce qu'on sait que dans le monde réel, ces coefficients d'élasticité, pour autant qu'on puisse les mesurer, sont supérieurs à 1, sont entre 2 et 3, quand on arrive à les mesurer de façon pertinente. Voilà, donc c'est simplement une hypothèse. C'est pour dire que sous cette hypothèse-là, avec état égal 1, il y a plus d'arguments pour nous sacrifier pour les générations futures qu'avec état égal 3. Et vous
vous allez me dire c'est très côté, c'est possible, mais... Non, ce que je veux dire, c'est que ça suppose que tout est lisse et tout est régulier, alors qu'on sait que c'est tout le contraire qui va se passer. Donc, je ne comprends pas la pertinence d'extrapoler ce qu'on sait pour les courtes échelles de temps. C'est-à-dire toute la discussion en termes de taux d'actualisation, je trouve qu'elle n'est pas pertinente. Simplement. Il faut raisonner autrement. C'est votre opinion. C'est une opinion. Je vous demande votre avis là-dessus. Moi, je crois qu'on fait je pense qu'en matière d'environnement, c'est pas le taux d'actualisation qu'il faut prendre, mais le taux d'actualisation écologique. Voilà, donc je suis d'accord avec vous jusqu'à un certain point, mais pas vraiment. Oui, ma question est un petit peu dans la suite de la précédente. Vous avez mentionné l'hypothèse que les générations futures seraient plus riches que nous. C'est bien ça, hein, plus riches que nous. D'abord, est-ce que c'est une hypothèse que vous mentionnez pour l'échelle nationale ou l'échelle mondiale? Et est-ce que vous pensez que c'est probable, ça, que nous serons plus riches que nous? Sur le siècle dernier, le niveau de consommation a été multiplié par 7. On est quand même, tel qu'on sait le mesurer, on est quand même un peu plus riche que nos... alors même en étant que ce soit 5 ou 4, on est quand même nettement plus riche. Si en 2000, avec les hypothèses que je fais ici, en 2100, c'est multiplié par 2, mais voilà. Alors, naturellement, je l'ai dit, hein, ceci fait abstraction de la diversité mondiale des niveaux de vie. Ça prend un niveau.